Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Violaine. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Donc voilà, vous l'avez déjà vu, ce bouquin. Celui-là, c'est le mien, effectivement. Vous êtes venu présenter La Résistance écarlate, les femmes face au nouveau backlash, qui a été publié en septembre dernier chez Payot. Alors Violaine, ça n'aura échappé à personne, vous êtes une femme. Vous êtes diplômée en philosophie et en droit. Vous êtes avocate associée au barreau de Paris. Et vous êtes aussi cofondatrice de l'association Action Justice Juridique Féministe. Oui, d'ailleurs, c'est un bon exemple du backlash. On en reparlera parce qu'on a dû changer de nom. On ne s'appelle plus Action Juridique Féministe, mais Action Juridique Femmes, pour ne pas choquer les financeurs potentiels. Voilà, on y reviendra. Oui. En 2023, vous avez publié déjà chez Payot Classé sans suite, qui avait rencontré un beau succès auprès du public. Et là, vous revenez avec la suite, on verra. Ma première question, Violaine, c'est pourquoi avoir choisi cet engagement, celui-là et pas un autre ? C'est vrai que c'est un engagement qui s'est un peu imposé dans ma vie, comme plein de femmes qui malheureusement ont pu traverser du sexisme à différents niveaux. Je crois qu'en fait, de toute façon, étant une femme, on a au moins un jour dans sa vie été exposée à une situation sexiste à différents degrés. Les petits garçons aussi, d'ailleurs, puisque les enfants... il y a aussi beaucoup de sexisme qui touche les petits garçons, par exemple, quand ils font des choix qui ne sont pas conformes à ce qu'on attend d'un petit garçon. Donc, les petits garçons aussi peuvent être victimes de sexisme quand ils n'ont pas les goûts attendus pour les petits garçons. Donc, j'inclus aussi les enfants, finalement, dans la cause des femmes. Et en fait, en grandissant, j'ai toujours été... la première accroche, c'était quand même l'indépendance des femmes, au sens où ma mère nous a élevés depuis que j'ai 9-10 ans. Elle s'est séparée de mon papa parce que voilà, leur relation dysfonctionnait. Et donc, elle m'a toujours expliqué que quand un couple ne fonctionnait plus, pas pour des raisons violentes d'ailleurs, mais qu'il n'y avait pas de problème à refaire sa vie, etc. Donc, j'avais ce modèle de femme qui se débrouille, entre guillemets, sur le plan économique comme elle pouvait, puisqu'elle avait arrêté de travailler quand on était petit. Donc ça, c'était ma vision, on va dire, normale du monde. J'ai appris après qu'elle n'était pas si classique que ça, mais une femme qui, va un peu où elle veut, mais... s'en donne les moyens difficilement quand même parce que voilà, elle avait repris un travail de secrétaire au début, donc elle était au SMIC avec 3 enfants en bas âge, c'était difficile. Après, on va dire que dans une seconde partie de ma vie, quand j'étais jeune femme, comme beaucoup de jeunes femmes ou moins jeunes d'ailleurs, j'ai été victime d'un viol l'été où je passais mon barreau, coup du sort, on va dire, et ça m'a beaucoup fait réfléchir à ce que j'avais envie de faire ensuite en termes d'engagement. Et je pense que petit à petit, ça m'a orientée à défendre les femmes victimes de violences sexuelles et sexistes, avec, c'est vrai, une grande implication sur les violences au sein du couple, puisqu'à l'époque, c'était le garçon avec qui je voulais sortir, je dis avec les mots que j'avais quand j'avais cet âge-là. Donc l'été de mon barreau, c'était en 2011. Et ça, finalement, d'autant plus à l'époque, on ne nous en parlait pas. Donc c'est un peu comme ça qu'en 2015, j'ai poussé la porte d'une association en me disant, j'ai envie de participer au combat. Merci Violaine. Votre livre s'intitule La Résistance écarlate. Je pense que nombreux et nombreuses d'entre vous savent qu'il fait écho au roman de Margaret Atwood, La Servante écarlate, qui a écrit ce livre en 1985, je crois, et d'ailleurs qui est banni de pas mal d'établissements scolaires aux États-Unis actuellement. Le sous-titre de votre livre, c'est « Les femmes face au nouveau backlash ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Violaine, le backlash, ce que c'est ? Pourquoi est-ce qu'il est nouveau ? Alors, il est nouveau effectivement en ce moment, mais il n'est pas si nouveau dans le temps, parce on l'a déjà vu, le backlash. Peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent ce terme, puisqu'il a été utilisé d'abord et conceptualisé par une journaliste qui s'appelle Suzanne Faludi, qui a intitulé son ouvrage Backlash, paru en 1991. Et elle avait fait une enquête dans les États-Unis des années 80 pour justement étudier la remontée réactionnaire face aux progressions et aux avancées féministes des années 70. Donc après la légalisation de l'avortement,
Et donc son livre, qui est très documenté, ça fait environ 700 pages, détaille comment dans les États-Unis de l'époque, eh bien, on observait finalement ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire déjà à l'époque des milliardaires qui s'emparent des journaux de l'époque. Alors bien sûr, c'est pas les réseaux sociaux, les médias, etc., mais pour essayer de propager leur idéologie et comment différentes forces essayent de s'allier contre les droits des femmes sans pour autant partager toutes parfaitement les mêmes idées. Et Suzanne Faludi, vers 2019 ou 2020, une revue féministe lui a posé la question dans le cadre d'un article: est-ce que vous pensez qu'on va faire face à un nouveau backlash post-MeToo ? Et elle a dit: je crois bien qu'on n'a pas à chercher bien loin les indices qui pointent déjà pour affirmer que oui. Backlash, donc si on traduit, retour de bâton. Retour de bâton, voilà. Remontée réactionnaire, retour de bâton contre l'émancipation des femmes. Ouais. Ok. On en a encore parlé aujourd'hui, je crois, aux infos. L'Iran, l'Afghanistan, la Russie, la Chine, enfin des régimes plutôt totalitaires, n'est-ce pas ? On assiste à un backlash totalisé. Pourtant, dans votre livre, vous dites que c'est plus non plus l'apanage que des régimes totalitaires. Effectivement, on entend souvent cette petite ritournelle qui consiste à dire: non, mais en France, tout va bien, si t'es pas contente, va dans... Et alors là, on a une déclinaison des théocraties, donc ça peut être va en Afghanistan, va en Iran, parfois va au Pakistan, etc. C'est une manière de dire que ici, finalement, là où on a l'égalité dans nos textes, ce qui est vrai en théorie, en fait, il y aurait plus de problème dans la pratique. Et après tout, finalement, si les droits dans nos textes ne sont pas appliqués, ce serait la faute des femmes qui, en fait, ne voudraient pas vraiment s'en servir, ne voudraient pas vraiment l'égalité professionnelle, puisqu'après tout, elles ont le droit de le faire. Donc si on ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas très envie. Donc c'est effectivement une espèce de hiérarchisation du pire en disant que comme dans certains endroits du monde, c'est inhumain pour les femmes, et on le voit en ce moment en Iran, je veux dire, il n'y a pas d'équivalent évidemment avec les théocraties, on ne peut pas faire de comparaison valable entre ces théocraties et ici, et justement c'est parce que la comparaison ne peut pas être faite et n'est pas valable tellement c'est inhumain là-bas, que ça enlève tout argumentaire possible en fait ici, parce que forcément face à cet argument, qu'est-ce qu'on peut dire à part bah oui, effectivement c'est terrible là-bas, et pris sur le fait, on peut ne pas savoir quoi répondre. Alors qu'en réalité cet argument revient de manière très récurrente, et c'est finalement une technique argumentaire pour que l'autre personne ne sache plus quoi dire. Et finalement, quand on regarde en France, on a quand même plein d'exemples qui montrent que nos droits ne sont pas appliqués ici. Ça ne veut pas dire que c'est évidemment le même contexte que dans les théocraties, bien sûr que non, mais ça veut dire qu'on est très loin de l'égalité concrète. Et ça, en fait, ça nécessite de gratter, de s'intéresser aux chiffres pour le voir, et parfois même d'aller voir comment sont faits les rapports pour le comprendre. Justement, dans votre livre, vous en parlez de ces régimes démocratiques européens, en France, etc. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez vu à travers ces chiffres ? Finalement, ça répond aussi à la question de quoi dire à ces personnes qui vont nous dire: non mais c'est bon, les féministes exagèrent, il n'y a plus rien en France comme danger pour les femmes, certains partis d'extrême droite, d'après eux, ne représenteraient pas un danger pour les femmes, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? D'abord, c'est dire on n'a pas à raisonner en hiérarchisant par le pire. C'est-à-dire que c'est pas parce que dans un endroit c'est inhumain et invivable que alors on doit fermer les yeux sur tout ce qui se passe ailleurs en termes d'inégalité. C'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que c'est les pays qui prônent l'égalité, etc., qui devraient servir d'exemple et essayer de s'améliorer pour que les autres aussi tendent à aller vers cette égalité. Après, évidemment, on peut parler des questions d'impérialisme, etc. Je ne dis pas qu'un modèle vaut pour tous et toutes, mais il y a quand même des droits fondamentaux universels. Après, on peut évidemment, et on doit prendre en compte les spécificités de chaque population, mais il y a quand même des droits inaliénables partout. C'est-à-dire que, à mon sens, l'universalisme n'est pas incompatible avec l'intersectionnalité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même un socle de droits humains valable pour toutes et tous dans tout le monde, et qu'après, effectivement, il y a des spécificités. Mais je referme cette parenthèse. Donc, c'est de dire, en fait, on doit plutôt aller toutes et tous vers le mieux, et pas regarder là où c'est horrible pour dire ne faisons rien ailleurs, premièrement. Ensuite, je crois qu'il y a quelques chiffres très faciles à donner. Vous pouvez prendre les aspects des droits. C'est-à-dire que vous pouvez dire, on va commencer, par exemple, par les violences faites aux femmes, physiques et sexuelles, puisque c'est ce qui choque le plus, quand même. L'égalité professionnelle, c'est considéré comme injuste, mais le viol et le meurtre sont considérés quand même dans l'échelle comme vraiment le pire. Et là, comme vous le savez, évidemment, en droit français, c'est interdit de tuer
sa femme, je mets les guillemets toujours quand je dis sa femme, parce que souvent ça vient après sa maison, sa voiture, sa femme, son chien, voilà, dans la liste. On dit rarement son homme, on dit plutôt son époux quand même. Mais c'est vrai que ça s'entend aussi quand même, mais je trouve que cette expression a finalement un côté possessif, dire sa femme. Je critique pas les personnes qui le disent, parce que je pense l'avoir déjà dit, mais à y réfléchir, voilà. Donc, c'est interdit de tuer sa conjointe en droit français, c'est interdit de la violer. Et pourtant, quand on regarde les chiffres de condamnation, eh bien, on se rend compte que si c'est interdit de violer, pourtant, 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite, pour essentiellement insuffisance de preuves. C'est interdit de tuer, et pourtant, une femme tous les 3 jours est victime d'une tentative de féminicide ou d'un féminicide. Donc, on a des lois qui sont certes jolies, entre guillemets, mais si on ne les applique pas, tous les combats féministes difficiles pour les acquérir, ces droits, eh bien, n'auront servi à rien. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut donner, et souvent, l'interlocuteur peut être surpris et dire « Non, mais attends, c'est quoi ces chiffres ?» C'est des chiffres des féministes hystériques. Bah oui, bien sûr, c'est pas les chiffres officiels, ça c'est pas possible quand même. Il n'y a pas 94% des plaintes pour viol en France qui sont classées sans suite. C'est du blabla, c'est des rapports infondés, etc. Sauf que non, ce rapport de 94% de plaintes classées sans suite pour viol et de 86% pour agression sexuelle, c'est un rapport de l'excellente chercheuse Maëlle Stricot qui a eu accès au logiciel officiel, qui s'appelle Cassiopée, utilisé par nos services de justice pour traiter les plaintes. Et elle l'a fait pour l'Institut des politiques publiques, l'IPP, ce rapport, et date de 2024. Donc non, en fait, c'est un rapport officiel tiré du logiciel officiel de l'État. Donc là, en fait, on peut pas, c'est pas du tout un chiffre sur déclaration. C'est vraiment de regarder combien de plaintes ont été enregistrées, combien de plaintes ont été classées. Et ce qu'elle nous dit, Maëlle Stricot, qui est très intéressant, c'est qu'à la différence des plaintes pour vol de meubles, qui sont aussi parfois, enfin meubles, voitures, etc. au sens large, les atteintes aux biens, qui peuvent être souvent aussi classées sans suite, la différence de motif est intéressante, c'est-à-dire que souvent, dans les atteintes aux biens, on va classer parce qu'on ne connaît pas l'auteur, alors que dans les dossiers d'agression sexuelle et de viol, il y a quand même un auteur qui est désigné dans la plainte. Oui. Justement, dans le livre, vous commencez avec cette anecdote qui pourrait faire sourire si elle n'était pas juste horrible. Ah, oui. C'est arrivé au printemps, l'anecdote du début du livre. Voilà, je vais vous la lire. Donc, on est dans un commissariat, et puis un policier qui prend la plainte. Il prend la plainte d'un homme, justement, c'est aussi intéressant parce que c'était la bonne victime, entre guillemets, puisque c'est horrible à dire, mais donc dans l'esprit du policier, l'homme qui était là, il avait vraiment été violé parce que le viol dont il faisait état, c'était arrivé quand il était petit, donc c'était un enfant violé par du coup le conjoint de sa grand-mère. Donc on est vraiment dans la figure du monstre. Donc le policier, il est quand même hyper dans l'empathie, et tant mieux, je veux dire, c'est horrible et c'est détestable et ça doit être condamné. Mais ce qui va suivre montre qu'il n'est pas dans l'empathie pour tout le monde. Ouais. Alors voilà, donc il lâche. Faut dire que maintenant, avec toutes ces femmes qui mentent, on est débordés. Tenez celle d'hier. Elle nous expliquait qu'elle était à poil dans le lit, mais que finalement, elle refusait une sodomie. Voilà. Ça, c'est, et là, je me rappelle m'être regardée avec l'homme que j'assistais, qui est devenu d'ailleurs un ami, donc j'assiste dans sa démarche de plainte pour viol contre la personne dont on vient d'évoquer l'existence. On s'est regardé, il était hyper choqué, et moi aussi, et c'est vrai que dans ces conditions-là, en fait, on peut pas s'énerver contre le policier directement et frontalement, sinon ça dessert la personne qui est venue déposer plainte, donc ça aurait desservi les intérêts de cet homme que je m'énerve contre le policier. Puis en plus, je pense que l'énervement et la colère est légitime, mais ça l'aurait pas convaincu. Donc je lui ai dit ah bon, mais donc pour vous c'est pas un viol. Enfin, j'ai essayé de le faire réfléchir sur sa notion de viol. Je lui ai dit donc en fait pour vous une femme qui est dans un lit ou un homme doit accepter toutes les pratiques. Et là il a commencé à bugger un peu et il m'a dit non mais c'est pas ce que je voulais dire. Bon, bah, c'est un peu ce qu'il voulait dire quand même. Donc oui, et d'ailleurs cette interaction venait juste après que j'ai remercié du temps qu'il avait pris pour nous recevoir. Parce que effectivement, c'est vrai, les services sont débordés. Donc ça me permet de rebondir sur le taux de classement. Absolument. C'est que comme les services sont légitimement débordés, ils peuvent pas traiter toutes les affaires. Ce qui fait que quand une plainte est enregistrée dans le logiciel donc Cassiopée, dont on parlait tout à l'heure, eh bien le parquet ne peut pas ouvrir des enquêtes dans tous les dossiers. Donc c'est un peu comme si vous débarquiez au CHU pendant le Covid, en fait, je donne souvent cet exemple, et il faut faire un tri d'urgence dans les victimes. Il y a celles que vous pourrez sauver, il y a celles que vous ne pourrez pas sauver. En droit, il y a celles dont vous pensez que vous pourriez trouver des preuves facilement.
Et il y a celles dont c'est pas urgent parce que c'est passé il y a 15 ans et vous n'allez pas pouvoir trouver de preuves. Donc, en fait, ils finissent sous une pile de dossiers. Et ça, ce tri, aux urgences médicales, ça se matérialise par des gens qui vont mourir peut-être sur des brancards, etc. Ou des couloirs entassés de personnes qui attendent d'être soignées, comme on a pu le voir pendant le Covid. Et judiciairement, ça se traduit par des gens qui attendent, surtout des femmes qui attendent chez elles, que la police les rappelle, parce qu'après avoir déposé plainte, elles s'attendent à ce qu'il y ait une enquête. Et elles découvrent au fur et à mesure que non, en droit français, il n'y a pas d'obligation de faire une enquête. Et là où j'étais un peu... Je me suis dit, ils sont malins quand même, les pouvoirs publics, sur ce coup-là. C'est qu'ils nous ont sorti un rapport en décembre qui dit que le taux de classement sans suite a été divisé par 2. Et là, il y a une amie journaliste qui m'appelle et elle me dit, oui, j'aimerais bien ta réaction sur la baisse du taux de classement sans suite. Et je dis, ah bon, j'étais pas au courant. Déjà, sur le terrain, c'est pas trop ce qu'on voit quand une femme dépose plainte ou un homme, comme là, je venais d'évoquer quand il était petit. Il a quand même attendu plusieurs mois avant d'être rappelé. Il a fallu que je les relance. Et en fait, je regarde le nouveau rapport et je pense que en fait, la différence se situe dans un encadré qui est en première page où ils expliquent que pour faire leurs calculs, ils se sont basés sur les plaintes qui ont donné lieu à des investigations avant le classement. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé de leur base de calcul toutes les plaintes qu'ils ont classées sans investigation en le justifiant en disant que c'était pas considéré Prescrit. comme... Pas forcément, non. Juste le parquet, parce que c'est le pouvoir d'appréciation du parquet, donc le procureur, la procureure, ou juge d'instruction quand c'est des enquêtes criminelles, a décidé que le dossier n'allait pas faire l'objet d'investigation. Et donc là, c'est classé. Et donc, ça ne rentre pas dans ce nouveau calcul parce que c'est considéré comme, c'était pas sérieux. Après tout, ça a été classé d'office. Alors que non, c'est pas parce que c'est pas sérieux que ça a été classé d'office, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Il y a une enquêtrice qui me disait, et je la cite aussi dans le livre, c'était au printemps, ça fait partie des dernières stats que j'ai rajoutées, ce qui est parti en publication en juillet. Donc jusqu'au dernier moment, j'ai essayé de rajouter des données récentes, qui me disait qu'en Île-de-France, dans un commissariat, ils doivent avoir à peu près 40 000 habitants, pour 1200 dossiers violences intrafamiliales, ils sont entre 4 et 5 enquêteurs. Donc 5 humains pour gérer 1200 enquêtes, c'est juste pas possible. Voilà, et donc ça cause ce taux de classement, ce qui fait que, on a certes des jolis textes qui nous disent que c'est interdit de violer, c'est interdit d'agresser, mais en même temps, quand vous allez dire j'ai été agressée, j'ai été violée, il n'y a pas d'enquête obligatoire dans tous les dossiers, puisqu'il n'y a pas les moyens. Et il faudrait une réforme, et ça on se bat pour ça, notamment dans l'association qu'on a citée au début de la rencontre, pour qu'il y ait une réforme qui dise on doit avoir des enquêtes après chaque dépôt de plainte. C'est dingue de devoir le dire, mais ça semble logique, mais non. Ça nécessiterait du coup du budget. Et donc, en fait, une volonté politique de mettre du budget fléché là-dessus. Et donc, pour l'instant, ça n'arrive pas. Parce qu'on n'a pas... Si demain, il y a une obligation pour les parquets d'ouvrir des enquêtes dans un délai rapide après chaque dépôt de plainte, je ne sais pas comment ils vont faire. Il n'y a pas les équipes. Il n'y a pas d'équipe. Est-ce que vous diriez que... Vous en parliez, donc Classé sans suite, votre précédent essai, et puis aujourd'hui avec la résistance écarlate, vous diriez que c'est les deux faces d'une même pièce, le recul des droits et l'inertie de la justice Oui, je pense que ça va ensemble. C'est-à-dire que comme on est dans une phase de remontée conservatrice à minima réactionnaire, au pire, c'est pas considéré comme une priorité d'investir dans les enquêtes de violences faites aux femmes, puisqu'on considère que donc en France, comme on est un des pays où l'égalité théorique est la plus acquise, c'est vrai qu'en fait, en France, nos textes sont parfaitement... on est parfaitement à égalité en théorie. Le dernier texte que j'identifie comme étant un texte qui vient changer une loi qui était inégale, il est en 2004. C'est la loi qui permet aux femmes de transmettre le nom à leurs enfants, leur nom de famille, 2004. Ensuite, après 2004, on n'a eu que des lois d'application, c'est-à-dire des lois pour essayer de faire appliquer les légalités qui avaient été décrétées jusqu'à 2004. Puisque, en fait, avant 2004, on a eu plein de lois entre... le droit de vote, plus ensuite toute la deuxième partie du XXe siècle pour mettre à égalité nos textes. Et le XXIe siècle, je crois que c'est le combat pour faire appliquer ces droits, qui est d'autant plus compliqué. Alors que c'est la devise de la République, quand même. Égalité. Fraternité. Frater. Ça marche pour les hommes, du coup. Je disais, le combat est d'autant plus compliqué parce que changer les lois, il y a quelque chose à faire d'immédiat, du lobby parlementaire, etc. Faire appliquer des lois, c'est beaucoup plus flou, en fait. C'est-à-dire qu'il faut déjà démontrer qu'elles ne sont pas appliquées quand on vous dit en face non mais c'est bon, vous avez tout le dispositif législatif qui vous protège, donc de quoi vous vous plaignez? Oui, en gros, c'est vous avez ce qu'il faut, l'arsenal, mais
maintenant on est tranquille, quoi. Couvrez-vous. Et sous c'est le code valable pénal. pour le droit à l'avortement, par exemple. Ouais. On a inscrit la liberté d'avorter dans la Constitution. Mais déjà, on n'a pas inscrit le droit d'avorter. Ça, c'est un débat juridique. Il y a certains spécialistes en droit constitutionnel qui disent que le droit d'avorter, ça aurait été plus protecteur parce que le droit à quelque chose nécessite de l'État qu'il mette les moyens. Alors que la liberté d'avorter, c'est un peu avorte si tu peux. C'est-à-dire, tu as le droit de le faire. On t'enverra pas en prison si tu le fais, mais c'est pas un droit opposable. Bon, ça, c'est des débats de constitutionnalistes. Mais à côté de ça, on a quand même inscrit la liberté d'avorter, sauf que il y a le planning familial qui, la même année, a fermé plusieurs centres parce qu'ils sont en baisse de financement. Je donne aussi... Ah non, je donne pas cet exemple dans le livre, mais je donne souvent en conférence, parce que c'est une amie qui m'a raconté ça cet été, en fait. C'était parti en publication. Elle est à Perpignan, donc ville d'extrême droite. Elle a voulu avorter récemment, enfin ça fait moins de 2 ans que ça s'est passé cette histoire. Et quand elle est allée au CHU pour avorter, on lui a dit non mais c'est trop tôt, on peut pas vous faire d'échographie, revenez plus tard. Elle dit moi je fais pas d'échographie, vous me faites une prise de sang et puis voilà. Et ils ont dit non ici on fait une échographie avant d'avorter, donc dissuasion à l'avortement. Perpignan, grande ville. Et ensuite, du coup, elle a dû chercher une sage-femme. Elle en a trouvé qu'une seule qui était dispo pour le faire. Et quand elle y est allée, la sage-femme lui a dit « Vous allez avoir 40 ans, vous êtes sûre que vous voulez avorter ?» Donc, rebelote. Et elle a dit « Oui, je suis sûre que je veux avorter, je veux plus d'enfants. » Et elle lui a quand même placé « J'ai pas fait ce métier pour faire des avortements. » Donc voilà, sur le terrain, en fait, c'est pas parce qu'on dit que c'est inscrit dans nos textes et qu'on l'inscrit dans la Constitution que ça va mieux. En fait, c'est ça qui est terrible, je crois, pour nous en France. Le danger immédiat, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer nos textes pour régresser. Il suffit de mettre en place des politiques, et on le voit à Perpignan, qui flèchent les budgets sur autre chose que les droits des femmes. Donc, à texte identique, on peut avoir des inégalités qui grandissent quand même. Puisque si on coupe le budget des enquêtes, qui n'existent déjà quasiment pas pour les violences faites aux femmes, si on coupe les budgets des plannings familiaux pour avorter, si on met pas de budget pour vérifier l'égalité en entreprise, l'égalité de salaire, etc., en fait, on peut pas faire appliquer les droits, donc on régresse. Désolée, c'est pas très joyeux comme conférence de début d'année, mais ouais. On y arrivera peut-être. Oui, après, on en parlera peut-être dans une deuxième partie de ce qu'on peut essayer de faire, etc. Exactement. Justement, vous situez, Violaine, ce retour de bâton, ce backlash après MeToo. Donc MeToo, voilà, tout le monde connaît ce mouvement qui s'appelait au début Balance ton porc, je crois, en France. Balance ton porc, effectivement, c'était le hashtag en France. MeToo, c'était aux États-Unis la vague, et puis ça a ensuite, c'est ensuite arrivé en Europe. Est-ce que vous diriez que ce qui se passe là, Perpignan, on n'est pas aux États-Unis, sur le recul du droit à l'avortement, en tout cas de l'accès, ce qui est en train de se passer ces temps-ci, les mois qui passent, ce serait comme une émergence un peu d'anxiété par rapport au genre. Je crois que c'est une peur finalement de l'émancipation des femmes qui fait peur aux hommes et qui fait aussi peur aux femmes, paradoxalement. Et c'est un peu aussi ce qui s'était passé dans les années 90, donc dans ce qu'elle explique Suzanne Faludi aussi dans son livre Backlash, qui est sorti en 91, c'est que si ces vagues d'émancipation déclenchent des tentatives de recul, c'est aussi parce que quand les femmes s'émancipent, on perd aussi un petit peu nos feuilles de route. Et je crois que ça peut faire peur à tout le monde. Et je crois que c'est valable même dans tous les champs. C'est-à-dire qu'au-delà du champ des droits des femmes, quand les idées progressistes avancent, en tant qu'humain, c'est une question quasi existentielle, en fait. C'est que si on n'a plus de programme préconçu de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit être toute notre vie, des étapes qu'on doit franchir en tant que femme, par exemple, apprendre à être douce, jolie, à pas dépasser non plus trop le garçon parce que sinon ça va l'inquiéter, le garçon qui doit être celui qui pourvoit aux besoins, qui du coup doit être fort, viril, enfin chacun a sa fiche de rôle. Si on nous enlève ça, c'est difficile, c'est le vide. Et je crois que cette peur-là, cette remise en cause finalement de nos vies, fait qu'il y a des personnes qui vont s'engouffrer dans un discours traditionnaliste parce que ça les rassure. Au moins, ils savent vers où aller. Justement, on en vient. Comme dans un procès, à qui profite le crime, finalement ? Vous distinguez dans le livre 3 courants, les traditionnalistes mélangés au conservatisme religieux, fascinant mélange, les ultra-conservateurs, et puis
Ceux que j'aime bien, là, c'est les techno-libertariens. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu qui ils sont et comment ils procèdent Alors, c'est vrai que d'après différentes études sociologiques, etc., il y a quand même 3 grands courants qui ressortent. Alors, c'est sûr que c'est pas la théorie du complot, c'est-à-dire que ces gens ne se regroupent pas le soir Trump ne rencontre pas nécessairement tous les soirs des masculinistes qui rencontrent... Enfin, il n'y a pas de réunion secrète. Tout ça n'est pas organisé, on va dire, volontairement, parce que comme je disais, c'est une vague qui va toucher tout le monde à différents niveaux de peur, de perte de sens, au sens des traditions. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se réfugie dans ces traditions-là parce que pour certaines personnes, c'est rassurant. Et donc, ces mouvements-là qui s'en nourrissent, il y a effectivement dans le livre ceux que j'identifie, mais toutes les études sont de toute façon en note de bas de page. J'ai un peu une déformation universitaire. Donc, j'ai mis toutes les références des études en fin de livre. On peut aussi aller lire ces études. Il y a beaucoup donc, de chercheurs qui disent qu'il y a effectivement les techno-libertariens. Eux, concrètement, ça va être Meta, par exemple Instagram, Facebook, etc. Le monde de la tech, qui en fait ne nourrit pas nécessairement à la base une idéologie traditionnaliste, mais va là où le profit est. Donc quand c'est tendance d'être réac, eux, ils vont dérégler, par exemple, on l'a vu sur Instagram, il y a moins de contrôle sur les publications haineuses, etc. Alors qu'il y a encore quelques années, il y avait plus de contrôle de régulation sur les contenus haineux sur Instagram. Et parce que c'était plus dans le vent d'être dans la RSE, responsabilité sociale des entreprises, etc. Là, comme le profit, le clic, là où ça fait cliquer, là où ça fait de l'argent, va vers des contenus plus conservateurs, traditionnalistes, parfois haineux, etc., ils vont de ce côté-là parce que c'est tendance et que donc ça leur fait faire du profit. Donc c'est le capitalisme, en fait, et le libéralisme à l'excès. Ensuite, il y a les conservateurs religieux et ou politiques qui parfois se rejoignent souvent quand même, mais qui sont pas forcément d'accord sur tout. Qui eux, encore une fois, et je le précise tout le temps, je critique pas du tout la foi individuelle. Je pense que ce serait hyper prétentieux de ma part ou de la part de quiconque de dire qui c'est la cause première de l'univers et ce qu'il y a après ou pas la mort. Donc voilà, j'estime que c'est le choix de chacun d'avoir ses croyances. En revanche, ce que je critique, c'est les structures de pouvoir qui du coup, comme les institutions religieuses, peu importe les institutions, peu importe la religion, qui vont souvent, voire quasiment toujours à l'échelle historique, opprimer les femmes sur la base d'interprétations parfois douteuses des textes bibliques ou d'autres textes religieux. Et alors, je sais plus si c'est dans ce livre ou dans le premier qui s'appelait Classé sans suite, où je parlais beaucoup de la tradition judiciaire française et de nos lois, où je cite une interprétation de saint Thomas d'Aquin, qui du coup, quand il a interprété la Bible, disait que quand même un conjoint qui rentre et qui rentre chez lui et surprend sa femme en train de le tromper, c'est pas normal qu'il tue les deux, voilà. Et donc ça, en fait, c'est une interprétation de la Bible selon saint Thomas d'Aquin qui est dans Somme théologique, son ouvrage. Et ce qui est intéressant, c'est que ça avait été repris après la Révolution française dans notre code pénal, parce que Napoléon, quand il a laïcisé notre droit, il a quand même repris une certaine vision des choses patriarcales pour les femmes. Ça, vous le savez, de toute façon, on n'avait aucun droit dans le code civil. Oui. Et cet article-là, ce que saint Thomas d'Aquin disait dans Somme théologique, lui, il l'a repris dans le code pénal. Il a évidemment enlevé la référence à saint Thomas d'Aquin, donc il a laïcisé l'oppression des femmes. Et il a mis un article comme quoi, si un homme rentre au foyer et surprend donc sa conjointe en train de commettre un adultère, il peut être jugé excusable s'il tue les deux. Enfin, la femme est complice. Et l'inverse n'était pas vrai. Hein. C'est-à-dire qu'en tant que femme, vous ne pouviez pas tuer quelqu'un. Voilà. Et ça a duré, ce texte a été aboli seulement en 1975. C'est incroyable quand même. Enfin, c'est pour montrer qu'en fait, les structures de pouvoir se sont toujours servies du conservatisme religieux à l'échelle des institutions de pouvoir, encore une fois, pas de la foi individuelle et des gens. Mais les structures de pouvoir se servent de ça pour oppresser les femmes. Et on le voit aujourd'hui avec quand même une remontée réac, oui, je dirais, de beaucoup de religions. Par exemple, là, on voit ce qui se passe dans les dictatures théocratiques et on voit ce qui se passe en Iran. Et c'est absolument... voilà, encore une fois, je crois que c'est le summum de l'oppression des femmes à l'heure où on parle aujourd'hui. Et il n'y a même pas de mots. Mais il y a aussi ce mouvement-là de resserrer le vice. Il est, je le trouve, dans toutes les institutions. Quand le précédent pape est décédé, on a beaucoup dit il a fait beaucoup pour le progressisme. Ce qui n'est pas faux dans un certain sens, parce qu'effectivement, il a permis aux couples homosexuels de pouvoir une bénédiction à l'église. Mais on oublie quand même de dire dans ses articles qu'il trouvait quand même que l'avortement, c'était un crime, il l'avait dit,
et que être homosexuel c'était un péché. Donc ouais, c'est un peu paradoxal. C'est un peu comme s'il leur disait venez être bénis à l'église, on va vous ramener dans le droit chemin ensuite, parce qu'il avait quand même dit que c'était un péché. Donc on voit quand même que les institutions de pouvoir, encore une fois, pas au niveau individuel, mais les institutions de pouvoir religieuses ont une certaine vision de la société qui est anti-minorité et anti-émancipation des femmes. Donc ça, c'est pour les conservateurs religieux. Et après, il y a une dernière mouvance que j'identifie dans le livre, c'est le populisme identitaire. Ah oui, il est chouette. Alors, le populisme identitaire, en fait, le mot populisme, il a beaucoup changé de signification ces dernières années. Initialement, au 19e siècle, on s'en servait pour désigner la colère sociale, notamment en Russie. La colère sociale, c'est un auteur russe qui avait employé ce mot populiste à l'époque pour désigner l'alliance des paysans avec une certaine forme de bourgeoisie là-bas pour justement revendiquer plus de droits pour eux, etc. Donc le populisme, c'était vraiment la lutte des classes à l'époque. Et puis petit à petit, en fait, le populisme s'est transformé en populisme identitaire, où la lutte de classe est toujours revendiquée, la précarité légitime et l'inflation, enfin je veux dire ces combats qui sont vrais, qui existent et contre lesquels on ne peut que ne pas être d'accord. C'est légitime d'être en colère contre l'inflation, contre le fait que les ultra-riches ne payent pas assez d'impôts, etc. Mais en fait, on va se servir de cette colère sociale pour nourrir un projet identitaire, ce qui n'était pas le cas nécessairement avant, et en désignant des cibles. Donc, aujourd'hui, par exemple, si on écoute l'extrême droite, la crise économique, etc., ce serait la faute des immigrés, puisqu'ils prendraient le travail des Français, on va connaître tous ces arguments-là. Donc, ils vont reprendre la colère sociale et la diriger contre des responsables. Donc, ils vont désigner, en fait, ces gens-là comme des responsables aux yeux de, voilà, de toute la colère sociale. Et il y a aussi les progressistes, et on le voit aussi avec le mouvement féministe en ce moment, où toute une partie des réactionnaires disent mais de toute façon, si le taux de natalité baisse, etc., c'est aussi la faute des féministes parce qu'elles veulent la guerre des sexes, les femmes ne sont plus assez à la maison, donc on est aussi responsable du fait qu'il n'y aura plus de retraite bientôt parce qu'il n'y aura plus assez d'enfants, etc. Enfin, c'est des délires, en fait, de la désinformation, et attisée par une colère sociale qui à la base est légitime, redirigée contre les mauvais responsables. Et avec cette idée de fond qui est de dire c'était vachement mieux avant. Avant quoi ? Avant les vagues d'immigration, comme si la France était un havre de paix pour les femmes et d'égalité sous Napoléon. Première nouvelle. Napoléon, il n'y avait pas eu de les vagues d'immigration qu'on pointe aujourd'hui comme étant soi-disant les responsables. Pourtant, être une femme sous Napoléon, on n'avait pas le droit de vote, on n'avait pas le droit d'avoir son argent. Voilà. 1965, le droit d'avoir un travail et d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation du mari. Donc non, c'était pas mieux avant. Et justement, on parlait des réacs, là, et tout ce beau monde se réunit un petit peu autour de l'extrémisme. Un petit focus sur le féminisme à la sauce RN. Oui, alors maintenant, il paraît qu'on pourrait être féministe et d'extrême droite d'après le collectif Némésis. Némésis qui m'a d'ailleurs affiché il n'y a pas très longtemps, ça devait être il y a 2 mois, parce qu'elles ont repris une de mes chroniques. Alors, elles ont eu la gentillesse de ne pas me citer directement, parce que je pense que, je sais pas, elles se sont dit, après, elle va dire qu'on lui envoie des cyber-haters sur elle, que c'est notre faute. Mais enfin, ça revient au même, puisqu'il y avait mon article, en gros. Et en fait, c'était un article où j'expliquais que, en fait, l'extrême droite, dont Némésis, n'a de cesse de dire que les femmes ne seraient violées que par des hommes sous OQTF, obligation de quitter le territoire, ou à l'extérieur. Et que donc, si on réglait les problèmes d'immigration, encore une fois, toujours pareil, on serait plus violés parce que c'était mieux avant. Parce que les hommes français ne violaient pas, voilà, bien sûr. Et donc, j'avais expliqué dans cet article que leurs statistiques, où elles disent toujours 13% des viols sont perpétrés par des étrangers, alors qu'ils représentent 8% de la population. Bah oui, d'accord. Bah, ok, évidemment que c'est terrible et qu'on doit vraiment prendre cette question au sérieux. Je pense que la gauche a une certaine forme de responsabilité aussi là-dedans, parce que parfois, ne pas vouloir stigmatiser des personnes, on ne se prononce pas sur des sujets alors qu'on ne peut que condamner ces viols. Je veux dire, quel féministe va dire que c'est pas grave d'être violée par une personne sous OQTF ? Enfin, personne. Oui, cette personne n'aurait pas dû être sur le territoire. Effectivement, c'est un vrai problème. En revanche, ce que je disais dans cette chronique, c'est prenons les choses à l'envers aussi. C'est-à-dire que 87% des viols sont commis par des Français, du coup. Voilà. C'est dingue. Il me semble que c'est hyper
Alors, c'est un calcul niveau CP. Ah, peut-être CE1, je sais pas. Mais du coup, si 13% des viols sont commis par des étrangers, 87% des viols sont commis par des Français. Et donc, elles n'étaient pas contentes de cette chronique. Et elles ont essayé de tourner le truc en ridicule en disant « Mais oui, mais 13% commis par des étrangers, c'est que 8% de la population. » Et elles se sont focus là-dessus, sur cette surreprésentation, que je cachais pas d'ailleurs dans mon article. Mais et alors, enfin, je veux dire, c'est toujours le même problème. Ça veut dire que vous parlez toujours pas des 87% commis par les Français, en fait. Enfin, c'est du délire. Et là, c'était sous les commentaires, sous la vidéo, les commentaires étaient assez significatifs parce que, en fait, on glisse vers l'argument racial. Finalement, les commentaires, c'était non, mais dans les 87% de Français, si les statistiques ethniques étaient autorisées en France, on se rendrait compte que c'est pas des vrais Français. Voilà. Et donc là, en fait, on voit le racisme qui est à peine dissimulé. Dans leur vidéo, elles le mentionnaient pas comme ça, mais les gens qui les suivent le mentionnent directement en dessous. Donc on voit quand même la grosse motivation raciste et la haine qui est là et qui justifie ce type d'idéologie. Et toujours rien dans cette vidéo, selon elle, sur les viols perpétrés par des Français. Parce que, encore une fois, dans la majorité des cas, on n'est pas violé au coin d'une rue la nuit par un inconnu. C'est ça qui est terrible, en fait. Parce que, je veux dire, la figure du monstre qu'on nous apprend petit et petite, elle est facilement assimilable. On sait où est le danger, on sait où faire attention. Personne ne dit aux enfants... Alors, maintenant, les adolescentes et les adolescents sont plus formés à ça quand même. Mais il faut voir le monde qui arrive, ce sera toujours le cas. Parce qu'on est encore loin en termes de formation, d'éducation à la vie affective. On vient seulement cette année d'arriver à obtenir l'obligation pour les établissements de tenir ces séances. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce qu'on va pas revenir en arrière? Bon. Eh bien, en fait, Némésis, donc les collectifs d'extrême droite, passent sous silence tous ces sujets-là. Ils font un ultra focus sur les viols perpétrés dans l'espace public, les agressions perpétrées dans l'espace public, dans les transports en commun, etc. Et selon moi, en fait, on voit que c'est juste de l'instrumentalisation. Ces personnes ne sont pas féministes, elles sont pas pour l'égalité entre les femmes et les hommes. D'ailleurs, elles sont incapables de se prononcer sur l'avortement, parce qu'elles ont dit que leurs membres n'étaient pas d'accord là-dessus. Par contre, elles sont sur tous les plateaux et tous les médias dès qu'il y a un viol dans la rue par quelqu'un sous OQTF. Et il y a quand même un regard sur Jordan Bardella comme le gendre idéal, quand même. C'est inquiétant le nombre de jeunes femmes qui disent qu'elles le trouvent... la première chose qui vient dans la tête, c'est « il est beau ». Bon, d'après elle, parce que moi perso je trouve pas spécialement beau, mais après je pense que surtout que le racisme et la bêtise fait que ça enlaidit les gens, mais bon, après voilà. Il a réussi son coup de com' Ken. C'est ça, c'est je crois qu'en fait par rapport à ce qu'il diffuse comme idéologie aussi pour la famille, etc., oui, il a le profil parfait. Oui, voilà, c'est cette figure de l'homme beau, la femme au foyer, un petit retour en arrière. Et oui, d'ailleurs, dans les fascicules programmatiques du RN, si vous regardez leurs fascicules pour les municipales 2024 et les présidentielles 2022, il y avait une proposition qui était d'offrir jusqu'à 100 000 € aux couples qui comportaient au moins un Français. Alors là, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont marqué au moins un. On sent que ça leur a fait mal de ne pas marquer deux. Au moins un Français. Si vous avez 3 enfants avant 30 ans, ils vous donnent 100 000 €. Ah, mais au début, j'ai cru que c'était un sketch, cette proposition. Je suis allée la relire. Je suis allée télécharger leur fascicule sur leur site pour être sûre que c'était vrai. C'est pas la Chine, c'est la France, quoi. Et c'est la France. Alors en fait, la proposition, c'est la suivante. C'est au premier enfant, vous pouvez avoir droit à un prêt, donc à taux zéro. Et si jamais vous arrivez à 3, le prêt se transforme en don. Voilà. Alors après, comment c'est financé? Est-ce que c'est finançable? Et en plus, on voit l'idéologie derrière. Il n'y a aucune explication de financement. Il y a un institut dont j'ai oublié le nom, mais je le cite dans le livre, qui a étudié l'impact économique de cette mesure et qui dit qu'en fait, c'est du délire démagogique. Et au lieu de s'inquiéter, de dire on va favoriser les places en crèche, on va augmenter le congé paternité pour que les hommes puissent aussi profiter de leur enfant et que leur employeur ne leur mette pas la pression pour ne pas poser leur congé paternité. Puisque le congé paternité, aujourd'hui, il y a une partie des jours qui est facultative, ce qui fait que j'imagine que dans certaines entreprises, c'est mal vu de les demander. Donc si c'était obligatoire dans toutes les entreprises, au moins les pères prendraient leur congé paternité et ils pourraient s'impliquer autant. Au lieu de penser à ça et aux places en crèche et au retour des femmes au travail, etc., eux, ils proposent juste de donner de l'argent pour les enfermer au foyer, quoi. Concrètement, c'est ça. Hein. Et à vous entendre là, Violaine, vous diriez que
Tout ça, c'est éminemment politique ou c'est cette crise de la masculinité, c'est à l'échelle Je pense que c'est individuelle existentiel, ouais. Et à gauche aussi, hein, je crois que la crise de masculinité, elle n'a pas de parti, en fait. Et c'est aussi les femmes qui... Parce qu'encore une fois, on revient à cette question existentielle, c'est si on peut être ce qu'on veut, c'est-à-dire si on peut faire je veux dire, en théorie, genre, en enlevant les leviers sociaux, capitalistes, etc. C'est-à-dire qu'évidemment, ils existent. Donc, en pratique, il y a aussi ça à prendre en compte. Bien sûr, mais si on met ça pour l'analyse juste et de côté, qu'on regarde, si en théorie juste sur le genre, vous pouviez être, quand vous êtes petite, il n'y a plus ces conneries où on vous dit que la fille doit sauver l'homme torturé dans La Belle et la Bête, où elle suit la bête dans son château pour pas que la bête tue son papa, ou la Belle au bois dormant qui se réveille d'un coup et qui tombe amoureuse. Voilà, si on enlève tout ça, cette espèce de rôle qu'on donne aux enfants, le garçon doit faire ça, la fille doit faire ça, et qu'en fait il n'y a plus ça dans nos têtes, qu'est-ce qu'on fait de la vie? Je pense que c'est ça qui fait peur, et ça, il n'y a pas de parti politique pour ça. C'est la liberté fait peur, parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit être. Et donc, je crois que c'est aussi valable à gauche comme à droite. C'est de dire, y a quand même... à gauche, c'est assez intéressant, parce qu'il y a plein d'hommes qui essaient de se déconstruire. Alors, c'est devenu un gros mot, le terme déconstruction, comme si on voulait castrer les hommes, les déconstruire au sens propre du terme, du coup. Mais c'est pas du tout ça. C'est déconstruire aussi... déconstruire, c'est juste se demander ce qu'on aurait pu être, ou ce qu'on pourrait être, si on n'appliquait pas cette fiche se marier, acheter une maison, faire 3 enfants, etc., etc. Des prêts. Comment? Oui, des prêts, etc. Et à gauche, il y a quand même un malaise là-dessus, c'est-à-dire que explicitement, il y a plein de militants, et tant mieux, qui sont pour l'égalité, etc., et des femmes aussi, et je m'inclus dedans. Mais en pratique, quand on est face à des situations sexistes, on se rend compte que parfois, automatiquement, on rejoue la même partition. Et je m'inclus dedans. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir des réflexes qui sont de l'ordre en fait de rejouer un rôle parce que ça nous rassure ce rôle et qu'on aime bien le jouer. Et évidemment, à certaines échelles, c'est pas grave du tout, et puis on va pas s'auto-flageller, voilà. Mais il y a des échelles où ça devient plus grave, notamment quand on a des problématiques d'agression qui peuvent se passer dans des partis de gauche et où il va y avoir une omerta parce qu'il faut pas tirer sur la gauche, etc. Donc je crois que c'est multi-parti, la crise de la masculinité, ça revient toujours. Et c'est aussi les femmes, parce que faut pas nier que je crois que, voilà, avec le succès de la dark romance, par exemple, j'allais vous en parler. On voit que les femmes adhèrent à ce genre de profil. Et encore une fois, je m'inclus... je veux dire, je juge pas les autres. Je pense que moi aussi, j'ai grandi avec tous ces stéréotypes-là. Les clips sur MTV, la pop culture. On parlait de... Quand on s'est téléphoné de... Comment elle s'appelle déjà la pop star qui s'est rasé la tête. Ah non, c'était Britney Spears. Britney Spears. Ouais. Mais après, on a des références de millénials. Voilà. Donc, on n'est pas à Gen Z. Je pense que les jeunes ont d'autres références. Mais oui, dans les références des années, des gens qui sont nés dans les 80-90, il va y avoir Gossip Girl, par exemple, avec Chuck Bass, qui était quand même un personnage qui, dès un des premiers épisodes, essaie de violer Jenny, donc une des héroïnes, la petite sœur d'un des héros de la série. Et puis, en fait, c'est pas nommé comme une tentative de viol. Et puis, parce que Chuck Bass, il est torturé, qu'il va pas bien parce qu'il a plein de problèmes dans sa vie, mais il est riche, mais il va pas bien. Et que du coup, on peut le comprendre, le pauvre. Enfin, voilà, c'est tous ces personnages d'hommes qui sont torturés, qui perpétuent le sexisme et qui parfois font des agressions ou des viols. Et puis, les femmes qui sont à côté dans ces séries ou ces livres et qui vont essayer de les sauver de leur dark side. Et après, le méchant devient gentil, il vécut heureux et il a beaucoup d'enfants. Sauf que dans la vraie vie, peut-être qu'ils vécurent ensemble, mais la fille a un trouble de stress post-traumatique quand même. Voilà. Ça, c'est pas dit. La Belle au bois dormant n'a pas de trouble de stress post-traumatique. Il faudrait qu'on invente la suite. Justement, on parle des hommes. Les hommes dans tout ça, on en fait des alliés. Je pense que oui. Dans le backlash. J'espère. Alors, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision du féminisme assez inclusive des hommes. Et dans les associations dans lesquelles je milite, j'essaie d'inclure au maximum dans les conseils d'administration, de dire, voilà, il faudrait que... Maintenant, je comprends qu'il y ait besoin de moments non-mixité, notamment quand des femmes ont besoin de parler d'agressions, de traumatismes qui ne sont pas encore guéris. Néanmoins, je crois qu'on a aussi besoin de penser à un projet collectif et que penser une société où il y aurait des wagons pour femmes parce qu'on n'aurait pas trouvé d'autres solutions dans le métro, par exemple, pour moi, c'est terrible. Je comprends que là, dans l'immédiat, il y a des femmes qui aient besoin de se sentir en sécurité et que ce soit la seule solution, peut-être. Mais en fait, à quel moment on peut le projeter sur une solution globale de séparer la société en deux? Donc, je crois que les hommes, justement, il me semble, mais c'est pas une idée nouvelle, hein. Il y a des penseuses du 19e siècle,
notamment Harriet Taylor. Oui, c'est ça. Harriet Taylor qui écrivait, donc qui était anglaise, et qui écrivait qu'en fait le féminisme est utile pour toutes et tous. Donc cette idée que il faut aussi convaincre les hommes, malheureusement la tâche revient souvent aux femmes là-dessus aussi, que en fait c'est pas mauvais pour eux du tout l'égalité, parce que effectivement être celui qui doit ne jamais pleurer, être viril, fort, gagner l'argent, tout porter sur ses épaules. Évidemment c'est pas eux les premières victimes, et c'est pas eux les victimes tout court d'ailleurs en général, mais c'est quand même pas on peut ne pas être victime tout en étant malheureux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils sont pas victimes qu'ils sont heureux dans ce rôle-là. Et donc c'est pour ça que je crois qu'il faut inclure tout le monde. Maintenant ça n'emporte pas forcément l'adhésion de toutes les féministes à qui j'en parle, et je le comprends, mais je crois que scinder la société en deux, c'est pas en tout cas c'est pas un projet que je pense bénéfique pour la société, voilà. Et justement, vous avez des idées, des pistes concrètes pour je prétends lutter pas avoir contre la ce solution contre le backlash en soi, mais disons que la troisième partie du livre, c'est un peu des pistes de réflexion que j'espère, qui peuvent peut-être vous donner des idées ou compléter les vôtres. Il y a sûrement des idées que vous avez qui sont pas dedans. C'est aussi pour ça que je trouve les rencontres super chouettes, parce que ça permet aussi d'échanger sur ça. Mais par exemple, ça va être le sexisme ordinaire. On pense souvent que le sexisme ordinaire, c'est pas si grave. D'ailleurs, Ensemble contre le sexisme regroupe 40 associations. C'est une orga qui a été créée il y a quelques années et organise chaque année, le 26 janvier, la Journée nationale contre le sexisme maintenant. Et essaie justement d'expliquer que ce qui nous paraît anodin dans la vie de tous les jours permet dans une certaine mesure que des agressions un jour aient lieu, sans qu'elles correspondent justement à la figure du monstre, etc. Donc lutter contre le sexisme ordinaire, c'est-à-dire essayer dans la mesure du possible de prendre le temps, quand il y a une situation sexiste qui se passe, pour intervenir sans... Ah, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a la colère qui est légitime, il ne s'agit pas de silencier les victimes, ni de silencier la colère des gens, mais pour autant, pour convaincre, c'est un peu comme au tribunal. Le tribunal, pour le convaincre, si on est braqué et qu'on est en colère, on ne va pas arriver à le convaincre. Et la colère, elle est légitime. Elle nourrit plein de mouvements sociaux, mais il y a un moment donné, il faut aussi arriver à convaincre en essayant d'être, quand c'est possible, calme. Et donc, dans une situation de sexisme ordinaire, c'est, je sais pas, un collègue qui va faire une blague sexiste et qui va trouver ça drôle. Ça va essayer de lui expliquer en quoi c'est pas drôle, mais en essayant de le faire avancer. Ou des jeunes hommes qui vont, je sais pas, survaloriser dans votre entourage peut-être des adolescents qui vont survaloriser certains domaines d'activité et se moquer un peu des domaines du care, du soin, d'avoir un dialogue avec eux pour leur dire, tu sais, là par exemple, tu t'adores les sports de combat, etc. Mais est-ce que tu as déjà pensé que c'était pas parce que tu étais un garçon que tu étais obligé que tu avais d'autres qualités, que ça pouvait être bien pour toi, sans forcément apporter l'étiquette du féminisme direct, parce que ça peut braquer, mais d'avoir ce dialogue avec nos proches. Ça, c'est vraiment sur les interactions personnelles. Je pense que ça peut vraiment paraître anodin et stupide, et de se dire, mais franchement, face aux catastrophes en ce moment, mais je crois que c'est ce maillon-là de la société, c'est-à-dire l'interaction entre individus, qui fait que collectivement, on change les mentalités. Et donc ça, j'y crois beaucoup. Il y a les 5 D dans le livre. Oui, ça c'est... pour réagir aux situations de violence dans l'espace public, distraire, déléguer, documenter, diriger, dialoguer. Et puis... moi, si je peux me permettre un petit clin d'œil à Livre en Marche, il y a l'utilisation des mots. Faire attention à la voix passive. Ça paraît anodin, mais en fait, plutôt que de dire... je vous laisse expliquer, Violaine. X hommes tués, X femmes ont été tuées. C'est plutôt de dire 4 hommes ont tué 4 femmes. Oui, ça c'est un super exemple. Merci, ça me donne une idée. Vous citez aussi, c'était à l'Assemblée nationale en réunion de travail, en commission. Donc l'Assemblée nationale parfois a des commissions de travail, comme vous devez le savoir probablement, qui auditionnent des personnes spécialisées. Et j'ai été auditionnée avec une collègue avocate, je crois qu'à l'époque, c'était les violences dans le milieu audiovisuel. Et en fait, il s'est passé que, tant mieux, enfin, je veux dire, la commission a été mixte et c'est super. Mais il y a un homme qui a dit, alors je vous rassure, personne lui a hurlé dessus, heureusement, mais il s'est braqué, vous allez voir pourquoi. Il a dit, oui, je sais plus que la phrase exacte, mais dans sa phrase, il y avait « les femmes se font violer ». Et chose que par ailleurs, j'ai pu dire il y a peut-être 10 ans, ça peut échapper à tout le monde.
Et quand on a voulu lui expliquer qu'on ne disait pas se faire violer, parce qu'en fait, une femme ne se fait jamais violer, elle est violée par quelqu'un. Parce que se faire violer, c'est comme si vous étiez d'accord pour faire quelque chose. Il s'est braqué, il a dit écoutez, vous avez déjà pas beaucoup d'hommes de votre côté, si en plus vous commencez à aller trop loin. Et j'ai dit mais c'est pas aller trop loin, c'est pas contre vous ce qu'on essayait de vous dire. C'est qu'en fait, ça a une signification pour les personnes qui vous écoutent. Et plus largement, évidemment, il n'y a pas utilisé ce terme-là avec des enfants, mais dans la façon de s'exprimer tous les jours, quelle image de la société aussi on donne aux enfants. Donc le langage me paraît très important. Encore une fois, on est à l'échelle individuelle, il y a aussi l'échelle collective. Quand on a le temps et la possibilité, se fédérer, donc aller militer dans des associations ou des syndicats ou des partis politiques en fonction des envies de chacun et de chacune, c'est sûr que se retrouver en groupe, ça permet de moins se sentir impuissant par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc c'est vrai que l'appel du collectif me paraît aussi pour les personnes qui ont la possibilité, et c'est pas donné à tout le monde, parce que parfois après une journée de travail, on est épuisé, et je parlais de ma mère en début de rencontre, mais voilà, je vois pas comment dans son emploi du temps, avec 3 enfants en bas âge solo, elle aurait pu caser un investissement associatif. Mais pour les personnes qui ont la possibilité, se retrouver en groupe et mener des actions collectives, surtout en ce moment avec les municipales, je crois que c'est à la fois enrichissant pour la collectivité, mais pour soi, ça permet, en tout cas moi perso, ça me permet de pas moins déprimer quand même. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, sinon on se dit mais il n'y a rien qui bouge, voilà. Et donc se retrouver avec d'autres personnes qui essaient de faire changer les choses, eh ben, je trouve que ça apporte de la joie dans ce monde de brut, voilà. C'était un peu ma dernière question, parce que je vois qu'on me fait des signes. Ah, je suis trop bavarde. Non, pas du tout. Après, on va leur laisser la parole, c'est chouette. Justement, on parle souvent de fatigue militante aussi. On reçoit à Livre en Marche pas mal de personnes qui sont dans le combat pour une écologie plus durable. On reçoit des militantes féministes, etc. etc. Il y a un petit secret pour pas être trop fatiguée ? Non, honnêtement, je sais pas quoi répondre trop à cette question en général. Parfois, je suis vraiment épuisée de militer autant, mais donc j'ai des coupures. Je pense qu'il faut aussi s'autoriser des moments où on coupe. C'est vrai que je me souviens d'une conversation, je crois qu'on en avait parlé quand on s'était au téléphone. Il y a un de mes amis qui a dû me dire, je sais plus quand c'était à la Toussaint, quelqu'un je lui dis, donc tu fais quoi pour les vacances ? Et il me dit, écoute, je fais rien, la guerre à Gaza ne s'arrête pas. J'ai bon, écoute, il a dit tout à fait sérieux, c'est vrai. Mais je crois qu'en fait, si on se ramène à chaque fois de manière sérieuse à tout ce qui se passe comme atrocité dans le monde, mais en fait, on va s'épuiser soi-même, et s'épuiser soi-même et ne plus avoir de ressources, c'est pas utile pour le collectif. Donc je crois qu'à un moment, il faut s'autoriser et déculpabiliser en se disant on va pas régler tous les problèmes du monde tout de suite, et de breaker. Donc voilà, après j'ai la chance d'avoir mon conjoint qui me soutient beaucoup aussi, même si c'est aussi, je crois, un chemin pour lui de se remettre en question sur des choses. On parlait tout à l'heure des hommes qui étaient investis à gauche sur des combats, mais qui eux-mêmes étaient confrontés à certains automatismes. Je pense qu'il est en plein dedans aussi, lui. Donc, mais moi aussi. Donc, mais voilà, en tout cas, c'est quand... Moi, je sais que j'ai la chance de pouvoir compter sur lui, mais ça devrait être normal, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, ma mère qui me dit « Ah, t'as de la chance, il s'occupe bien de votre fille. » Ben non, normalement, ça devrait être normal. Voilà. Mais mes proches m'aident beaucoup dans mon investissement militant et associatif. Donc, je crois qu'aussi avoir... Alors, quand c'est pas la famille, ça peut être des amis. Avoir ce temps-là, voilà, de joie, quand c'est possible, avec ses proches, sans toujours se ramener à tout ce qui continue autour. Et c'est vrai que c'est compliqué avec nos portables, où on reçoit des notifications de toutes les horreurs du monde. Et ça peut être culpabilisant de se dire comment est-ce que je m'autorise à passer du bon temps et à me reposer alors qu'il y a tout ça, tout ce qui se passe, toutes ces horreurs. Mais bon, je crois que si on s'y autorise pas, on meurt. Et d'ailleurs, pour finir sur une note d'humour qui n'est pas si drôle que ça, j'avais lu dans des journaux très à droite qui se félicitaient d'un sondage où, d'après ce sondage, les gens qui votent le plus à droite sont plus heureux. Bah ouais, mais enfin, en même temps, du coup, et qu'à gauche, on était dépressifs, soi-disant. Mais si ça veut dire que se préoccuper de son nombril rend heureux, je suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle. Enfin, je veux dire, encore heureux que l'avenir de l'humanité. Enfin, je veux dire, on s'inquiète des problématiques sociétales. Je crois que d'une certaine manière, ça peut rendre heureux de s'inquiéter aussi des autres. Et j'avais pas compris comment eux pouvaient être contents de se dire nos lecteurs sont très heureux, puis ils sont à droite, puis ils sont heureux. Bah forcément, parce qu'ils en ont rien à foutre des autres. Enfin, désolé, mais bon, voilà. Est-ce qu'on est très heureux à Livre en Marche ? Je sais pas.
Merci Violaine, c'est à vous maintenant. Merci à vous. Ah, et peut-être juste parce que je caricature souvent la gauche et la droite en rigolant, mais en fait, d'après moi, je désigne vraiment un ennemi pour les droits des femmes qui est le RN. Après, je trouve que faut pas tout mettre dans le même sac non plus et qu'on n'est pas parfait non plus à gauche. Donc, j'ai pas de, je veux dire, j'ai pas d'antipathie particulière vis-à-vis de personnes qui ont pas les mêmes opinions politiques que moi. C'est vrai que le RN, j'ai quand même du mal à parler aux personnes qui. Mais je pense qu'il faut un dialogue. Mais j'ai quand même du mal à rester calme au bout d'une demi-heure de débat avec des gens qui me soutiennent que le RN c'est fantastique. Voilà, j'ai du mal. Mais sinon, je pense qu'il ne faut pas caricaturer non plus la gauche comme le camp parfait. On a beaucoup de soucis aussi. Voilà, on le voit. On en a parlé quand on a préparé l'entretien, mais on parlait de la phrase de Simone de Beauvoir que vous devez toutes connaître, et tous, qui dit « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devrez rester vigilante votre vie durant. » Je ne crois pas qu'elle était ministre de gauche, plus ou moins. Voilà. Non, après, effectivement, Simone de Beauvoir, c'est une grande figure du féminisme qui est beaucoup remise en question d'ailleurs aujourd'hui par rapport à sa jeunesse. Je connais pas assez sa vie pour pouvoir affirmer ou pas qu'elle était sous l'emprise de Sartre, mais vaste sujet, ouais. Voilà. C'est à vous, si vous avez des questions pour Violaine. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, j'avais plus une question avec le domaine du droit. Je parle d'un point de vue personnel. Je suis étudiante en droit, je suis en train de terminer ma licence actuellement. Et j'ai pu faire des stages en cabinet d'avocat. Et souvent, quand j'évoquais, parce que c'est vrai que j'aimerais, même si aujourd'hui on ne peut pas vraiment le dire comme ça, c'est pas une branche comme le droit pénal ou quoi, mais quand j'expliquais que mon but professionnel, c'était de justement soutenir la cause des femmes et d'aller dans la défense des droits des femmes, souvent dans les cabinets d'avocats, on m'a regardé un peu avec des gros yeux, notamment quand je demandais peut-être des contacts. Bah, c'est vrai qu'on réseaute dans ces cas-là, on demande est-ce que tu aurais des contacts ou quoi que ce soit, voilà. On me regardait un peu avec des gros yeux en me disant mais tu sais, Léa, on me dit ça vraiment pour toi, s'engager autant à l'extrême, ça peut te desservir. Et non mais voilà, mais moi je dis ce qu'on m'a dit, et pourtant c'était une avocate qui était un peu spécialisée dans tout ce qui était affaire de défense de viol, etc. Et elle me l'a dit comme ça, et je voulais un peu savoir votre point de vue par rapport à ça. Merci. Ah oui, je ne sais pas si j'avais appuyé sur off. Merci pour votre question. C'est malheureusement hyper pertinent sur la réalité de ce qu'est aujourd'hui notre profession. Je pense que c'est une profession qui est largement quand même conservatrice. Comme beaucoup de professions qui ont une histoire chargée en patriarcat, parce que ça fait pas si longtemps que ça. Enfin, je veux dire, avant le XXe siècle, les femmes ne pouvaient pas être avocates. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de confrères et de consoeurs qui envisagent effectivement comme extrême le fait de se définir comme féministe, mais c'est pas que les avocats et les avocates d'ailleurs, c'est que le mot féministe, il est en train de redevenir, comme il a pu être par le passé, une insulte. Et d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que l'association que j'ai cofondée avec une consoeur, on s'appelle Action Juridique Femmes maintenant. On a changé, parce qu'avant, ça s'appelait Action Juridique Féministe. Et que dans le cadre de ce qu'on essaie de mettre en place en ce moment avec des entreprises, le mot féministe pouvait être perçu péjorativement. Et il y a des moments où on ne peut pas lutter contre le système, il faut avoir des résultats directs, donc on a changé de mot, de nom. Donc que vous dire là-dessus ? Je crois que déjà bravo pour votre ambition professionnelle qui est de défendre cette cause, parce que déjà c'est des choses qu'on n'entendait pas trop quand j'étais à la fac. Je suis en train de me demander il y a combien de temps c'était du coup. J'ai eu le barreau en 2013, donc voilà. J'étais à la fac en 2011, après c'est 2 ans de formation à l'école d'avocat, avocate. Il y avait peu de personnes qui parlaient de ça en tant que discipline. Donc déjà, ça fait plaisir de vous entendre le porter comme un futur que vous envisagez. Vraiment, je pense qu'on a besoin de personnes qui fassent du droit et qui aillent dans cette direction-là. Donc
si je peux faire ma vieille, entre guillemets, j'allais dire, ne vous découragez pas parce que c'est hyper précieux, on en a besoin. Mais en revanche, vous avez pointé le doigt sur quelque chose qui existe, c'est-à-dire que les cabinets d'avocats aujourd'hui, c'est pas une discipline, c'est pas quelque chose de rentable en général. C'est pas... et en plus, ils voient ça d'un mauvais œil. C'est-à-dire que si vous dites féministe, c'est caricatural. Et si vous dites droit des femmes, visiblement, ce que vous aviez dit, ça devient caricatural. Donc, vous ne pourrez pas changer ça à l'échelle du système. Mais à l'échelle individuelle, je pense qu'il faut persévérer parce que on en a besoin. Et quand je vous dis c'est pas rentable, après je vais pas vous mentir, hein, moi j'avais un modèle économique jusqu'au mois de septembre qui était le suivant. J'avais une double formation en droit, j'avais droit privé général, donc j'avais fait à la fois du droit des entreprises et du droit pénal. Donc depuis quelques années, je travaillais beaucoup avec les soignants, les paramédicaux et les médicaux, et je les aidais à structurer leur cabinet, faire des sessions de patientèle, et c'est comme ça que la moitié de ma journée, j'avais une activité qui, pour le coup, était une activité qui me permettait d'avoir une rémunération correcte. Et le pénal, l'autre partie de ma journée de droit des femmes, je ne le facturais pas du tout. Donc genre, je n'ai tiré aucun revenu jusqu'à maintenant de mes 10 ans de militantisme. J'avais 2 journées en une. Ça me semblait être un bon équilibre. Jusqu'à ce que le modèle que j'avais trouvé, donc ça peut se trouver avec d'autres matières, vous pouvez y réfléchir aussi. Hein. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire 50-50. Vous pouvez faire 60% de votre journée dans un domaine qui vous intéresse et qui vous permet de tirer une rémunération correcte, et 40% de votre journée sur des activités engagées. Ça peut fonctionner. Moi, je me suis retrouvée avec le problème suivant, c'est que du coup, j'avais monté une boîte dans ce qu'on appelle les legal tech, donc c'est-à-dire du droit, les technologies appliquées au droit. Donc, il y avait des investisseurs dans la boîte, c'est-à-dire qu'on avait créé un modèle spécifique pour les médecins et les infirmières, etc. Et moi, j'étais l'avocate de la boîte. Sauf que comme j'étais plus d'accord avec le directeur de la société, je vous laisse imaginer qui s'est fait remercier. Au hasard, la seule femme actionnaire qui avait créé la société en 2019 avec lui. Parce que voilà, j'ai été désignée comme féministe extrémiste par mon associé, et du coup, j'ai perdu mon contrat, bien que ça reste en partie ma société. Donc, c'est pas un domaine où vous allez, je veux dire, le pénal et les droits des femmes, là où je veux en venir, c'est que c'est pas un domaine où, si vous avez rien à côté, vous allez gagner de l'argent. Il y a des cabinets qui arrivent, je trouve, enfin, il y a des cabinets qui arrivent à se tirer des revenus normaux avec, et tant mieux, et ça, c'est normal. Enfin, c'est ce que j'essaie de mettre en place maintenant. C'est-à-dire que moi, je fais un tarif solidaire. Maintenant que les femmes peuvent choisir si elles n'ont pas des revenus assez élevés pour payer le tarif classique. Et je fais aussi des tarifs gratuits, donc ils n'ont pas des tarifs, vous allez me dire, mais c'est par des associations, mais il y a plus d'attentes. Donc là, on va faire de l'assistance juridique gratuite, donc il y a différents formats comme ça qui sont possibles. C'est ce que je teste depuis ce changement de vie professionnelle. Et j'ai l'impression que pour l'instant, ça va. Donc vous pourrez être à l'équilibre. Par contre, vous n'allez pas gagner des 1000 et des 100 comme en cabinet d'affaires, et ça demande beaucoup d'investissement. Il y a des cabinets que je ne citerai pas qui surfacturent les femmes, et ça, je suis extrêmement contre. Faire 400 € au rendez-vous, pour moi, même si c'est une femme qui gagne de l'argent, elle est quand même victime. On ne devrait pas facturer des rendez-vous 400 €. Il y a eu des enquêtes là-dessus qui étaient sorties, notamment sur un cabinet parisien. Bon, après, mon but, c'est pas d'épingler une femme, donc j'ai pas... Voilà, mais c'est pas... Faut pas... Effectivement, c'est pas un business les droits des femmes. Bon, voilà. Je clôture la parenthèse, mais je pense que mon conseil, ce serait d'avoir une double expertise, de trouver un domaine qui vous permette d'avoir une activité rentable et qui soit quand même conforme à vos valeurs. Et à côté, aussi de vous spécialiser en pénal droit des femmes, en facturant. Je vous déconseille de faire tout gratuit, même en pénal quand même, mais ça ne vous rendra pas dans une situation financière confortable. Il faut mieux avoir 2 tableaux comme ça. Voilà. On conseille de comment structurer un cabinet avec une partie pro bono et une partie... parce que du coup, je continue quand même de travailler avec les médecins et les soignants, mais toute seule. C'est-à-dire que je travaille plus avec ma... Mais j'ai gardé ces 2 activités, sinon c'est vrai que c'est pas tenable de facturer que du pénal pour les droits des femmes, parce que les enquêtes pénales, c'est long. Il n'y a pas de moyens. Voilà. Ouais. Tout clair. Comment devenir avocate? Bonsoir. On parlait du terme féminisme. On parlait du terme féminisme. Est-ce que du coup, en fait, vous ne pensez pas aussi qu'il y a un problème d'utilisation du lexique pour définir un concept et qui du coup est assez effrayant pour beaucoup de monde? Pourquoi on n'a pas juste parlé d'égalitarisme, de recherche de l'égalité plutôt que ce terme féministe qui en fait donne vraiment l'impression qu'on est sur un combat inégalitaire justement et qui fait soulever des gens et alors que c'est dommage parce que c'est pas ce qu'on recherche en réalité.
Effectivement, à l'heure actuelle, en tout cas, faut faire le constat que là, tout de suite, c'est devenu contre-productif devant certains publics de dire qu'on est féministe, ou alors il faut l'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que c'est un peu à contre-cœur que j'ai dû voter le changement de nom aussi de l'association dont je parlais tout à l'heure. Parce que féministe, à la base, c'est un beau mot qui a une histoire et qui est progressiste pour tout le monde. Et c'est un mouvement qui a aussi inclus les hommes. Et qu'aujourd'hui, on en soit réduite à devoir changer de mot parce que, justement, c'est trop mal connoté. C'est aussi que, quelque part, on se dit que là, tout de suite, on a perdu une bataille. Mais pour gagner la guerre, comme on dit, il y a plusieurs batailles. Et là, tout de suite, je crois qu'effectivement, il faut arriver à convaincre que le féminisme est un projet de société et que donc cette phrase-là, dire d'emblée, n'est plus audible pour certaines personnes et qu'il faut peut-être mieux dire la bataille pour l'égalité, la bataille pour que les femmes et les hommes puissent vivre leur vie telle qu'ils et elles l'entendent est plus audible et permet de convaincre un auditoire qui du coup va se braquer s'il vous assimile à ce qu'ils appellent entre guillemets, mais on m'appelait comme ça aussi, on m'appelle toujours des fois comme ça, néo-féministe. Il y a plein de gens qui disent que je suis néo-féministe, folle, j'ai eu droit à tout quand j'ai été cyberharcelée, enfin j'ai plusieurs fois été cyberharcelée, mais cette caricature de la féministe sorcière, etc. Et c'est triste aussi, mais de donner des éléments qui rassurent les gens, quand on veut essayer de les convaincre, ça peut être bien. Mais moi, je regrette souvent de devoir préciser, par exemple, que j'ai un conjoint et une fille. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui me regardent de manière plus crédible, parce que ça atteste que je ne veux pas tuer les hommes. Mais si j'avais fait le choix de ne pas avoir d'enfants, c'est pas pour autant que je voudrais émasculer la moitié de la population. Enfin, mais oui, donc je suis d'accord avec vous. Mais je sais pas si vous avez une solution sur ça. Vous dites il faudrait mieux, de toute façon, pour l'instant, ne plus utiliser ces termes quand on parle devant un auditoire qui est braqué, quoi. Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est ça que vous disiez. Ouais. Oui, égalité, droit des femmes. Et le pire, en plus, c'est que les... Oui. Il y a quand même des droits spécifiques aux femmes. Enfin, vous voyez. Oui, les droits humains. Ça, de toute façon, la Cour européenne des droits de l'homme, ça s'appelle toujours pas la Cour européenne des droits humains, par exemple. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Après, dans un deuxième temps, ne pas oublier la spécificité aussi de certaines discriminations qui sont vécues particulièrement par les femmes. D'autant plus quand elles sont racisées, etc. Mais c'est vrai que le mouvement des masculinistes, dont vous avez peut-être entendu parler, je pense que ce mot qu'on utilise, il est justement, il induit en erreur. Parce que les masculinistes, c'est un nouveau mouvement dont se revendiquent plein d'hommes, notamment jeunes sur les réseaux sociaux, surtout, je dirais que la tranche d'âge, c'est quoi, 15-35 ans, allez, où ils font des vidéos, ils expliquent qu'il faut être dans la virilité, que pour qu'une femme ait envie d'être avec eux, il faut la dominer. Ils se désignent souvent comme masculinistes, ou en tout cas, on les désigne comme tels s'ils ne le font pas. Et ça opère un parallèle qui est intellectuellement erroné, parce que les féministes ne prônent pas la domination des hommes. Mais pour autant, il y en a plein qui le pensent. La guerre des sexes, c'est délirant, mais c'est la caricature automatique. Hein. On est accusé de vouloir tuer l'amour. Il y a même des livres, vous avez dû les voir. C'est quoi le bouquin qui est sorti ? J'ai oublié le nom, il y a quelques temps, je crois qu'il est sorti à la rentrée aussi. Infiltré chez les woke ou un truc comme ça. C'est la caricature, comme si en plus c'était dangereux d'aller... Je crois que l'inverse est plus dangereux, mais bon, c'est a priori, si on caricature les woke et qu'on dit que c'est la fête de l'UMA, personne va vous tuer à la fête de l'UMA. Oui. Avec de la bière. Avec de la bière. Il y a d'autres questions de ce côté-là ? Bonsoir, merci beaucoup. Vous avez parlé de cyberharcèlement et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de femmes, dès qu'elles sont un peu visibles publiquement, qui se font cyberharceler. J'aimerais savoir si le droit, est-ce qu'il y a des choses qui évoluent là-dessus ? Parce que moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien, quoi. Donc j'aimerais en savoir un peu plus là-dessus. Ça a évolué, mais c'est toujours une question de moyens. Puis un exemple récent, là au mois de... Alors, je crois que l'audience était en octobre, on a eu la décision en décembre, enfin en tout cas à la rentrée. On a obtenu la condamnation de 9 cyberharceleurs de l'actrice et artiste Tiffany Day, qui est donc une comédienne française qui fait aussi de la formation sur l'égalité et qui a fait un spectacle qui s'appelle par exemple Compte à rebours, où elle essaie d'expliquer les biais dans les comptes.
Et elle a été cyberharcelée vraiment en masse après une interview qu'elle avait donnée sur un e-média très, 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 très à droite qui s'appelle... Enfin, en tout cas, eux, ils disent que non, mais bon, après, on peut en discuter. Le Crayon Média, en tout cas, elle a été... Peut-être que, sans même parler de leur ligne à eux, elle était en face d'un homme qui, lui, était sur ce positionnement. Et dans les commentaires, en fait, elle a été cyberharcelée et insultée parce qu'on l'accusait de remettre en cause la langue française, parce qu'elle disait qu'après tout genre au masculin, c'était pas si neutre que ça. Et que donc, dans son spectacle, elle faisait la démarche artistique de parler au féminin. Et alors là, ça les a tous fait vriller, les masculinistes, pour le coup. Et donc, elle a été menacée de mort, menacée de viol, menacée d'être brûlée avec les détails, en message privé, en message public, etc. Elle a reçu des menaces aussi chez elle. Elle a été reconnue dans la rue. Vraiment, elle a eu très peur, à tel point qu'à un moment donné, elle est partie de son logement pour habiter quelque temps chez une amie. Et on a obtenu la condamnation de 9 hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que... Alors, normalement, ça aurait été des dizaines et des dizaines. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a certains qui avaient envoyé qu'un seul message. Et ça, c'est l'application exacte du nouveau dispositif qui existe depuis quelques années, que je vais vous expliquer rapidement tout de suite, qui est que le cyberharcèlement dans le code pénal, il est visé par le même article que le harcèlement. Et en fait, il y a différentes modalités qui sont possibles. Et le fait d'utiliser un service en ligne est dans ce champ de cet article. Donc en fait, c'est pas marqué cyberharcèlement dans le code pénal, mais c'est marqué utilisation d'un service en ligne, donc c'est pareil, est considéré comme du harcèlement, notamment quand vous envoyez un seul message, à la condition où vous ne pouviez pas ignorer que vous avez envoyé cet unique message, alors que la personne faisait l'objet d'une vague de haine. Enfin, c'est pas formulé comme ça, parce que c'est formulé en termes juridiques, mais ça veut dire que ça recouvre 2 cas. Soit la personne a cyberharcelé elle-même plusieurs fois en envoyant plusieurs messages privés au public à la cible, soit la personne a envoyé un seul message dans un groupe public ou alors un message privé à une personne qui faisait l'objet d'insultes généralisées sur Internet. Et donc là, il y a eu des hommes qui ont été condamnés alors qu'ils avaient envoyé un seul message, parfois en privé, dans les 9. J'aime autant vous dire qu'ils n'étaient pas prêts à se retrouver en garde à vue à 6h du matin, un jour, 2 ans après avoir envoyé un seul message, la police qui toque à leur porte pour les mettre en garde à vue. Il y en a certains dans les auditions, ils se souvenaient même plus de ce qu'ils avaient dit 2 ans avant, parce qu'en plus, souvent, c'était des profils qui insultaient souvent des gens en ligne. Donc pour eux, ça allait jamais leur tomber dessus que la police tape chez eux un jour à leur porte pour les mettre en garde à vue. Donc c'était intéressant parce que c'était une très bonne application du droit. Le problème, c'est que comme il n'y a pas assez de moyens pour les enquêtes, comme on disait tout à l'heure, quand vous déposez plainte pour cyberharcèlement en visant l'article du harcèlement et que vous écrivez au procureur pour lui dire ou que vous déposez plainte en gendarmerie, vous n'avez que très peu de chances que ce genre de schéma arrive en pratique, c'est-à-dire que vous arriviez jusqu'au procès. Parce que dans la plupart des cas, la plainte, elle va se retrouver... de toute façon, je vous le dis, ouais, clairement, s'il n'y a pas un contexte particulier, déjà, ce ne sera pas transmis au parquet de lutte contre la haine en ligne, qui est un pôle spécialisé qui a été saisi là, parce que c'était effectivement un cas extrêmement massif. Mais une femme qui est harcelée sur les réseaux et que ce n'est pas massif, peu de chances que ça aille jusqu'au procès, sauf si elle fait elle-même son enquête et qu'elle arrive avec tout le dossier d'enquête déjà. Comme ça, au moins, ils n'ont plus qu'à renvoyer dans le tribunal correctionnel. Mais sinon, les services sont débordés. Donc, encore une fois, c'est un très bon exemple de la théorie, c'est interdit de cyberharceler dans les modalités qu'on vient d'exposer. La pratique, il n'y a pas les moyens pour faire les enquêtes. Et j'ai eu un cas similaire où la femme concernée, la policière m'a appelée pour me dire que c'était classé, qu'elle était désolée, mais que le parquet n'avait pas le temps de faire l'enquête. Enfin, véridique, elle me l'a dit, quoi. Donc, et comme ça continue, peut-être qu'on va redéposer une plainte en essayant de nous-mêmes étayer plus l'enquête. Mais on en vient à des phases où, c'est comme si un patient arrivait à l'hôpital, il devait avoir son diagnostic. En fait, en droit pénal en France, vous n'êtes pas censé vous-même faire votre enquête. À la différence, censé, parce que du coup, maintenant, il faut le faire. Enfin, il faut mieux arriver avec des preuves. Alors que, à la différence du droit civil, où si vous achetez une voiture et qu'elle fonctionne pas et que vous attaquez le vendeur, c'est vous qui devez rapporter les preuves ou qui devez payer les frais d'expertise. Mais normalement, en droit pénal, pour une infraction, c'est pas à vous de faire l'enquête. Mais il faudrait tellement plus d'enquêteurs et d'enquêtrices qu'on en arrive à ça. Donc le droit a évolué sur le cyberharcèlement, c'est bien, mais en pratique, tant qu'on n'a pas plus de budget pour faire des enquêtes, on pourra continuer d'insulter en ligne. Et je crois que cette décision, c'était un peu un cas d'exemple, c'est-à-dire que le parquet a vraiment bien fait l'enquête et c'était aussi une manière de dire, la justice ne devrait pas être exemplaire dans la mesure où normalement elle est individualisée. Et là, ça a été le cas, hein. Chaque peine a été individualisée, bien sûr.
Mais quand même, on sentait qu'il y avait aussi une volonté d'avoir pioché ces 9 mecs, désolé de le dire comme ça, mais ces 9 hommes au hasard, alors que ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui avait commenté 4 commentaires plus loin. Voilà. On prend une toute dernière question. Merci, bonsoir. Je suis là. Et merci pour le temps et l'énergie que vous mettez sur ce sujet. Moi, j'avais une question un peu d'équilibre, dans le sens où donc vous avez parlé du fait de devoir faire des pauses parfois, et en même temps, vous avez parlé aussi du sexisme ordinaire, et comment réussir à trouver cet équilibre où, au quotidien, ça bourrage papier, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on a envie de relever, mais en même temps, exactement comme vous disiez, un homme, vous en avez déjà pas beaucoup dans votre équipe, donc allez pas les braquer. Donc comment trouver l'équilibre entre faire remarquer que ça c'est limite, et en même temps pas le dire toutes les 2 secondes, parce qu'on perd du monde en ligne. Et cet équilibre, je le trouve compliqué à trouver, et il y a parfois où je me dis aussi, en fait je me retrouve à nouveau dans le caire, de devoir prendre soin du petit bonhomme qui est en face de moi, qui pourrait être braqué, et jongler entre tout ça est hyper complexe, et c'est encore à nous de gérer cette complexité. Mais voilà, cet équilibre, j'arrive pas toujours à l'avoir. Soit je prends sur moi, soit ça m'énerve trop. Donc si vous avez une réponse à 1000 points, je suis preneuse. Je sais pas si j'ai la solution. Comment? J'étais à 1000 points, mais en version courte. En version courte, ouais. En fait, je crois que finalement, on peut pas réagir tout le temps, comme vous venez de le dire, et que faut peut-être penser effectivement à ce qu'on peut faire ou pas quand ça arrive. C'est assez, je pense que c'est au cas par cas. C'est-à-dire que s'il y a une situation qui arrive quand on est déjà excédé parce qu'on a passé une journée horrible et qu'on a envie d'être en colère, de pas se culpabiliser d'être en colère parce qu'on a le droit de l'être, et que silencier la colère, c'est pas le but non plus. Donc s'autoriser aussi à ne pas être parfaite dans le care tout le temps, entre guillemets, parfaite dans le sens des stéréotypes patriarcaux, etc. La colère, elle est légitime, et on peut pas ne pas y être. Donc je crois qu'il y a parfois on doit y être même, et je crois que ça dépend, en fait. Je crois pas qu'il y ait de règles, je crois que ça dépend. Donc je sais pas si ça répond à votre question, mais je dirais que ça dépend du contexte. Moins le contexte de l'autre finalement, et de ce que lui il a vécu, de pourquoi il a dit ça, mais comment vous vous sentez au moment où ça arrive, si vous vous sentez prête à lui accorder du temps pour lui expliquer, ou si vous avez déjà trop pris du temps pour d'autres choses, et que là vous n'avez pas envie de le faire, et que du coup vous le faites pas. C'est un peu comme ça, parce que je réfléchis en même temps que vous me posez la question, parce que je me suis dit c'est vrai que comment est-ce que je fais je crois que c'est ça que je fais, en fait. C'est que parfois j'ai le temps et l'énergie, je le fais, et parfois je suis excédée et je le fais pas, et parfois je m'énerve. Et sur du sexisme ordinaire, quand c'est dans un cadre amical et que j'ai plus l'énergie de prendre la passion, on va dire que je fais une pique, une blague, quelque chose où l'autre va comprendre et ça met un malaise. Bon, c'est pas forcément la solution, je sais pas si ça marche, mais je peux vous donner un exemple concret. Peut-être qu'on n'a pas le temps. Mais c'est une anecdote, vous allez dire, voilà, c'est une anecdote qui peut paraître ridicule, mais je crois aussi que c'est symptomatique de ce à quoi on accorde du temps ou pas en tant que parent, dans la famille, etc. C'est que pour un repas de fête, il y a mon beau-frère qui voulait décaler la date du repas, alors que c'était quand même organisé, qu'il y avait plein de gens qui devaient venir. Vous allez voir, c'est pas juste une histoire de famille débile, c'est sexiste, et c'est des stéréotypes, et comment on agit dans ces situations-là. Parce que son fils de 7 ans avait un tournoi de foot. Est-ce que du coup, ce que je veux dire, c'était pas chez eux, hein. Et là où je veux en venir, c'est que dans la boucle, il y avait aussi d'autres féministes que moi. Je suis pas la seule à m'intéresser à ces questions dans cette famille au sens large. Et personne n'a réagi. Et moi, j'étais excédée parce que j'avais déjà géré des situations beaucoup plus problématiques. Et je crois que c'était... Ah oui, bon, c'était en décembre, hein. J'avais un dossier de féminicide en cour d'assises. Et j'étais en train de le travailler parce que j'allais le plaider dans pas trop longtemps. Et c'était horrible. Et du coup, j'étais... Oh, mais c'est bon, j'ai pas le temps de lui expliquer pourquoi est-ce que son fils de 7 ans, il a foot plusieurs fois par semaine toute l'année, les gens se déplacent tout le monde est arrivé à se mettre d'accord sur une date, il aurait peut-être pas fait ça pour sa fille. Pourquoi ce n'est pas, primordial qu'on décale tous pour un tournoi de foot, voilà, d'un enfant de 7 ans qui n'est pas professionnel et qui ne va pas gâcher sa vie pour son tournoi de foot. Donc j'ai dit en rigolant, ah non, attendez, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce qu'en fait, il a dit, il faudrait qu'on décale parce que j'ai trop de trajets pour venir, voilà.
Et j'ai dit, ah, c'est rigolo parce qu'apparemment, t'as dit à mon conjoint que c'était à cause du foot de ton fils. Clin d'œil. Voilà. Et là, ça a mis un froid et j'ai pas pris le temps d'expliquer pourquoi, etc. Et ensuite, je pense que plus personne n'a parlé pendant environ 48 heures sur cette boucle. Mais pour vous donner un exemple j'ai pas pris le temps de déconstruire en quoi ça pouvait être déplacé à minima et pas volontairement sexiste, mais effectivement, en plus, il le savait, sinon il n'aurait pas mentionné comme ça que c'était de la route. Donc là, j'ai pas pris le temps, j'ai pas été une bonne pédagogue dans le Caire, je vais juste jeter le truc et ça a pu paraître excessif. Donc peut-être que c'est une anecdote qui semble anodine. Après, je me suis dit que j'aurais pas dû réagir comme ça, mais on gère tellement de situations et de stress quand on est dans les associations, et même quand on n'y est pas, on a tellement des situations plus graves aussi, que quand il y a un truc sexiste ordinaire qui se passe pas si grave, parfois on a juste envie d'en rire et de faire une blague qui ne changera pas la personne si elle se braque, mais en même temps, c'est pas non plus notre mission sur Terre de changer tous les hommes du monde. Donc voilà, je sais pas si ça répond à votre question. C'est pas Roxane Gay qui a écrit un livre qui s'appelle Bad Féministe? Si, c'est ça, hein. C'est elle qui a écrit ce bouquin-là. Il est sur ma liste de lecture. Faut que je sais pas si quelqu'un l'a lu ou quelqu'un l'a lu. Qui est assez féministe. Ouais. C'est justement, j'ai pas. Il est sur ma liste de lecture, mais ça parle de ça apparemment. Merci à tous. Vous pouvez retrouver Violaine juste à la sortie avec son livre La résistance écarlate, le nouveau backlash, aux éditions Payot. Merci à vous. Merci à tout le monde et au plaisir d'échanger juste après. Et merci à toi pour l'animation. C'était une super première. Tu vas en animer beaucoup d'autres, j'espère. On verra. C'est beaucoup de travail, j'imagine. Non, c'était chouette le sujet. Ouais, mais beaucoup de travail quand même. J'ai vu que la notation. Merci beaucoup.